une bonne dynamique en fait. Et pour moi, la dynamique du groupe est plus importante. Dans ce cas-là, ça te permet simplement de redesigner ton entreprise. Donc, Salut Antonio, salut. comment ça va aujourd'hui? Écoute, aujourd'hui c'est lundi, donc tout va bien. D'accord. Ça va bien. On est dans l'attente d'évolution, mais ça va. Ouais, je m'en doute. Tu peux décrire un petit peu ce que tu fais, ton contexte à toi en tant qu'entrepreneur, ton entreprise, ce que vous faites et vraiment avoir une petite introduction pour qu'on comprenne bien ton contexte à toi? Ouais. Donc nous, en fait, on fait des solutions IPTV pour les hôtels, les hôpitaux, les maisons de retraite et le monde corporate. Ouais. Donc forcément, on est bien impacté. On est impacté à plusieurs titres. On est impacté parce qu'on doit faire énormément pour pouvoir aider nos clients pour l'instant qui demandent des choses complémentaires. On est impacté parce qu'on ne peut pas faire de nouvelles installations dans les sites Physiquement, fermés, et on est impacté parce que les produits n'arrivent pas, surtout les produits en Asie. Donc voilà, mais on a un peu de stock, on a du stock et on arrive à supporter la charge actuelle de la demande. Et comment vous vous adaptez à cette situation en fait, il y a des choses que tu as mis en place? Ouais, donc nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a été relativement agressif dès le départ dans les mesures que Tactic a prises. Donc en fait, 2 jours avant le lockdown, on avait déjà expliqué à tout le personnel ce qu'on allait faire, quelles étaient les différentes étapes et évolutions de la gestion de crise au niveau de Tactic. Donc tout le monde savait ce qui allait se passer chez nous, et donc on a vite, comme tout le monde, pu suspendre des contrats de freelance et mettre des personnes en chômage technique. Par contre, ce qu'on a fait, c'est qu'on a clairement fait un focus sur les personnes qui ne pouvaient pas travailler dans les sites. Ceux-là ont été mis en chômage technique, mais on a fait un gros focus sur nos équipes support qui ont été renforcées et nos équipes R&D qui ont été renforcées également. Oui. Donc en termes de charge, oui, c'est un peu plus light, mais on a compensé par plus de R&D pendant cette période précaire. Nous, c'est vraiment de notre côté, on a dû faire aussi appel au chômage temporaire en fait pour quelques personnes, tu vois, de l'équipe, des personnes qui devaient se déplacer, qui font de la logistique pour des installations, ce genre de choses. Donc c'est vraiment plus difficile pour eux en fait de pouvoir continuer à travailler à distance. Par contre, c'est vraiment tous les jours, on se voit en team de management et on échange sur comment ça se passe, quel est le niveau de travail des gens, qu'est-ce qu'on peut faire pour aller chercher de l'activité supplémentaire, etc., etc. Et donc finalement, autant oui, on a envoyé tout le monde en jour J-2 avant l'annonce du gouvernement en télétravail, ça c'est sûr, que par contre savoir en fait dans quel état se trouvera l'équipe en termes de chômage, en termes de continuité d'activité, c'est pas toujours évident. Tu vois, nous c'est plus on gère ça au jour le jour et on fait un statut aux équipes, bien entendu, dès qu'on a pris une décision, quoi. Ouais, c'est un petit peu marrant en fait ce qui s'est passé, enfin, si on peut exprimer ça avec ces termes, parce que 15 jours avant le lockdown, donc, moi j'ai présenté les chiffres 2019 à l'entreprise. Oui. Et l'évolution de Tactic, et j'ai annoncé que tout le monde allait passer en télétravail 3 jours semaine. Ah, ok. Et donc voilà, j'ai demandé ça parce qu'on a des équipes en Belgique, des équipes en France, des équipes en Suisse, on a des équipes en Ukraine. Ouais. Et tout le monde travaille un petit peu disséminé, et je dis voilà, les gars qui sont ici sur la Belgique, vous aussi vous allez devoir vous habituer à travailler en télétravail. Et donc c'était une nouvelle neuve pour eux, dans le sens où on leur a demandé de s'auto-gérer, de s'auto-organiser par rapport à leur travail. Donc on a vraiment, on était peut-être un petit peu en avance sur le lockdown, mais on a demandé aux personnes simplement de pouvoir organiser leur travail de manière totalement indépendante, avec plus aucune, je dirais, contrainte en termes d'horaire ou en termes de management, en disant j'attends ceci de toi. Simplement, mais de travailler sur base de projet en leur donnant vraiment une liberté totale. Donc ça, c'est quelque chose qui a été annoncé 2 semaines, 3 semaines avant le fait que le gouvernement a imposé ça. Mais donc tout le monde était préparé.
On travaille depuis quelques mois, nous, pour avoir vraiment une société qui puisse travailler en distance, parce que comme on fait du soft et qu'on doit tester avec des sites décentralisés, on a vraiment une infrastructure qui est complètement décentralisée pour que tout le monde puisse tester nos flux un peu partout. Les techniciens doivent tester ce qu'on fait ici. Et donc, ça nous permet d'avoir vraiment cette société où, au final, travailler à la maison, c'est exactement la même chose que travailler au bureau. C'est clair. C'était très clairement inattendu au niveau des équipes. Et c'est d'exprimer à son personnel, de dire voilà, on vous fait confiance, vous avez X années d'études, c'est pas pour qu'après vos études, je vienne vous dire ce que vous devez faire, quand vous devez le faire. Voilà, on attend de vous simplement d'être professionnel et d'être impliqué dans ce que vous faites et de participer à ce projet. Donc en gros, le projet, c'est 500 000 licences en 2025. Oui, ce qui est un beau projet. Donc, voilà. Ce qui est un beau projet, donc on va faire 3,5. C'est clair. On va y arriver. Mais chouette. On va y arriver. Chouette. Du coup, c'est marrant parce que... Ça a été apprécié, en fait. Ça a été apprécié. Et on a donc de facto aussi une certaine autorisation dans les congés, dans les horaires qui sont assez flexibles du fait de ce qu'on a annoncé. Et mais tu as les gens qui se disent ok, mais je peux m'auto-gérer. Et ça, pour moi, c'est la plus grande plus-value dans ce genre de méthode de travail, en fait. À fond, ouais, tu as vraiment besoin de personnes autonomes, en fait, et finalement, ce genre de pratique pousse vers des équipes autonomes, et tu peux voir qui peut fonctionner comme ça et qui ne peut pas fonctionner comme ça, finalement. Mais en fait, ouais, au-delà du projet à atteindre et de ce qu'il faut faire, la dynamique du groupe et comment le groupe va s'organiser autour de ce projet. Donc on avait aussi un projet pilote pour tester ça, qui était pour un client français. Et ce qui est important au-delà du résultat et de simplement avoir une version d'un soft ou un soft qui fonctionne, c'est toute la dynamique qui fait que les équipes vont s'auto-entraider. Parce que quand tu travailles chez toi, ok, tu n'as pas ton collègue, ton boss, ton manager, voilà, en face de toi, mais tu sais très bien que ce que toi tu vas faire, ça va avoir un impact pour quelqu'un d'autre qui est chez lui. Et donc ça crée vraiment une bonne dynamique en fait. Et pour moi, la dynamique du groupe est plus importante dans ce cas-là que simplement le travail à accomplir. Ah oui, c'est sûr. Mais de notre côté, en fait, la culture du télétravail n'était pas très présente chez Underside. On a toujours eu plus tendance à aimer les open space où les gens se retrouvent, tu vois, et à pouvoir jouer à la PS4 sur le temps de midi et ce genre de choses. Et là, la situation, forcément, quelque part, nous a mis devant le fait accompli du télétravail. On avait les outils, genre à 8h du matin, lundi, en fait, on prend la décision avec la team de management, en fait, de mettre tout le monde en télétravail. À 10h, le dernier partait, quoi. Donc il y avait les outils, mais par contre, effectivement, ça fait bien réfléchir et on se dit qu'effectivement, ça va faire partie de la vie d'Underside maintenant, dorénavant, le télétravail. Il y a de fortes chances en tout cas, quoi. Mais moi, j'ai appris beaucoup ces 2-3 dernières années quand j'ai dû travailler en Suisse et avec des équipes. Donc une partie était en Inde, une partie en Russie, une partie en Europe, où il n'y avait pas trop le choix. Et je dois avouer que par rapport à un de mes associés, il me disait ok, mais comment tu arrives à travailler en remote, c'est pas possible. La position, c'est d'être au bureau, d'être proche des gens, un peu ce que tu disais. Et en fait, on se rend compte, et lui maintenant même se rend compte, qu'on est tout aussi proche, voire plus proche. Alors oui, on n'est pas physiquement proche, mais en fait, on est beaucoup plus proche en termes d'équipe, de nouveau, parce qu'on a ces daily calls, on a 3 calls par jour, par différentes équipes qui sont organisées. Ça crée finalement plus de dynamique, plus de relations interpersonnelles que de simplement être dans un bureau tous ensemble où on se voit pour manger ou jouer à la PS. On n'a pas de PS4, mais on a des autres, on a des touchscreens pour s'amuser. Mais voilà, donc au final, c'est quelque chose de positif. Moi, j'ai été obligé de le faire il y a 3 ans et ça a été une grande découverte. De pouvoir vraiment travailler sur des choses très concrètes avec des résultats à attendre parce que je devais délivrer tous les mardis à minuit. Mardi minuit, c'est le deadline, on avait des choses à uploader et quand tu as des gens qui sont dans 4-5 pays différents, mais on arrive vraiment à travailler de manière très efficace
en remote. Clairement. Et puis, dans ton histoire à toi aussi, il n'y a pas tellement longtemps, tu as fait un MBA qui se trouvait Oui. à l'étranger. Est-ce que tu peux expliquer un petit peu ce contexte, comment ça s'est fait et comment tu as vécu ça en fait? Parce que finalement, c'était déjà un petit peu être distant des équipes pendant un certain temps, le temps que tu fasses ton MBA, j'imagine, quoi. Exactement, le temps de faire le MBA. Donc le MBA est quelque chose. Bon, je regrette vraiment pas d'avoir fait. C'est une expérience unique. Donc c'est Executive MBA pour être précis. Oui. C'est une expérience unique dans la vie d'un entrepreneur. Il faut vraiment bien sélectionner là où on va et qu'est-ce que l'on veut en avoir en retour de cet investissement. Mais ça permet simplement de modéliser de manière différente la manière dont on pense et dans la manière dont on réfléchit au niveau de nos actions. Quand tu es entrepreneur, tu es toujours la tête dans le guidon et là tu es obligé de prendre du recul par rapport à toi-même et prendre du recul par rapport à ton activité. Le fait qu'on t'impose ça, qu'on te demande de prendre du recul, que tu es jugé par tes pairs aussi par rapport à ce que tu fais, ça te permet simplement de redesigner ton entreprise. Donc, les 500 000 licences en 2025, j'y travaille depuis 2 ans. J'y travaille depuis 2 ans, mais j'ai dû analyser tous les différents états de l'entreprise pour pouvoir y arriver. Alors, ça commence par la culture de l'entreprise, ça va par le marketing, par la stratégie, par la partie financière, par la partie marketing, la partie go-to-market. Tous ces points-là sont des points qui sont très importants, qui ont mis des mois d'analyse que tu pourrais imaginer faire avec des consultants, mais au final, il n'y a pas de meilleur consultant que l'entrepreneur lui-même. Il s'est dit, OK, je prends du recul et je regarde où je suis et où est-ce que je veux aller et comment je vais y aller. Et donc, ça m'a permis vraiment de repenser tactique, de redesigner tactique et de préparer tactique pour les 10 prochaines années, avec moi ou sans moi. Donc, c'est aussi quelque chose qui est très important, savoir se dire, OK, tactique doit continuer à vivre au-delà de l'entrepreneur. J'ai vraiment pas de problème avec ça. Et ça permet vraiment aussi, par rapport aux équipes, de dire, je vous donne les clés, vous pouvez avancer. Et j'étais très serein en fait, parce que Tactique a eu une année très très belle en 2019, qui était en croissance par rapport aux autres années, donc on a continué à être en croissance. Mais c'est vrai que j'ai plus délégué, mais délégué dans le sens où c'est pas déléguer des activités, c'est déléguer des responsabilités. Ok. Et là maintenant, honnêtement, on a une société avec une bonne équipe, avec des gens qui sont dans lesquels on a vraiment toute la pleine confiance. Et voilà, je peux être serein derrière mon petit ordinateur, ça avance. Cool. Et dans les échanges avec les clients actuellement, est-ce qu'il y a du positif que tu peux anticiper? Alors, il y a beaucoup de positifs parce qu'on est dans une gestion de crise. Et ce qui a toujours été quand même le DNA de Tactique, c'est qu'on a toujours délivré ce qu'on a fait par le passé. Et c'est quelque chose qu'on ne pourra jamais nous reprocher. Tout ce qui a été demandé, on a toujours délivré. À ce jour, nos clients, principalement les hôpitaux, les hôtels sont tous fermés, le corporate ne nous demande pas trop, mais les hôpitaux nous ont demandé de déployer des solutions très très pointues pour eux en un laps de temps assez court. Ce qu'on a fait, il y a des vidéo shots qui ont été faits, des motions qui ont été faits de ce qu'on a délivré. On a notamment un client phare qui est un hôpital français. Et ce qu'on a fait est passé sur les journaux français. Donc, ils ont été très satisfaits et recevoir un mail de responsable d'urgence en disant les gars, ce que vous avez fait, c'est cool. Ça nous permet d'aller plus vite et d'avancer. Bravo. Ça, c'est assez satisfaisant. Après, on a aussi beaucoup de craintes de clients qui nous demandent qu'est-ce que vous entendez autour de vous, qu'est-ce que tu entends autour de toi, comment ça se passe avec les autres entrepreneurs. D'ailleurs, c'est pour ça que je t'avais appelé il y a 2 semaines en disant bon, Christophe, qu'est-ce que toi tu fais de ton côté? Parce que voilà, moi j'ai mon idée, j'ai mon sentiment, mon ressenti de la situation, mon ressenti de ce que mes clients vont me donner. Tout à fait. C'est toujours important aussi de pouvoir partager. Et voilà, j'ai appelé 4-5 personnes dont toi pour un petit peu prendre la température du marché parce que c'est important de savoir ce que font les autres entreprises de notre calibre. Clairement. Et donc aujourd'hui, en fait,
dans l'urgence, en fait, on a les autorités ou bien les hôpitaux ont demandé à Tactic de mettre des choses en place dont tu peux parler aujourd'hui? Donc en fait, on a eu plusieurs hôpitaux qui nous ont demandé de déployer des solutions de visioconférence sur les terminaux que nous avons en place. Donc on a des bedsides qui sont des terminaux patients. Maintenant, ils peuvent être utilisés comme solution de visioconférence pour la famille. Oui. Ça, c'est une première chose. Ça permet de casser le lien, de casser le fait qu'il y ait une rupture de lien social. On a ça, on a mis un système de monitoring basé sur nos devices aussi dans les chambres pour pouvoir contrôler les patients qui sont sous respirateur dans 2 hôpitaux. On a fait un système de visio basé aussi toujours autour de notre plateforme et ça c'est vraiment un vrai plus pour que les médecins depuis le PC infirmier ou depuis leur centre où les médecins sont rassemblés puissent prendre contact avec un patient dans une chambre, lui parler pour voir le patient sur l'écran sans devoir aller de chambre en chambre et chaque fois devoir se désinfecter entre chaque patient. Et donc là, en termes de temps gagné entre chaque patient, c'est assez important. On a déployé ça en France, on a déployé ça en Belgique sur 2 hôpitaux aussi. Et alors, on a dû en urgence transformer un hôtel en hôpital dans la région anversoise. D'accord. On n'a pas trop parlé dans la presse, mais nous on sait qu'il a été transformé. D'accord. Parce qu'on a bien fait. Donc tout le matériel de Tactic est là et prêt à fonctionner et fonctionne peut-être même. Tout fonctionne, la plateforme fonctionne. Au bonheur, on n'a pas besoin de beaucoup d'hardware nous de notre côté pour cette partie-là. C'est que de la licence, que l'on a offerte. C'est un peu de travail de notre côté, mais voilà, ça permet aussi d'aller plus loin. Ce qu'on a aussi offert nous. On a aussi pas mal de maisons de retraite qui avaient des anciennes solutions de Tactic. On les a upgradées gratuitement pour qu'on puisse activer des chaînes internes dans les maisons de retraite pour pouvoir partager entre les familles et les résidents. Donc on essaie à notre niveau de faire certaines choses, mais ça reste de nouveau au niveau Tactic. Au niveau global, je pense que tout le monde essaye de faire ce qu'il peut. Maintenant, je vois ce que fait Tactic à notre niveau, je vois ce que font d'autres. Ça reste de nouveau très belge et assez décousu. Oui, c'est ça. Oui. Aujourd'hui, en fait, en termes de stratégie, est-ce que tu ressens qu'il y a une stratégie globale, en fait, pour sortir de, enfin, pour traverser, en fait, ou pour permettre à nos PME, en fait, aujourd'hui en Belgique, de traverser cette crise qui est passée de la crise de la pandémie à une crise économique aujourd'hui. Qu'est-ce que tu penses de la stratégie actuelle, en fait, autour des entrepreneurs? Moi, je suis plutôt un financier et un gestionnaire entrepreneur. La crise, on n'y est pas encore. Donc la crise, elle va simplement commencer. Elle va commencer dans 2-3 mois, quand on va sortir vraiment de l'effet de terreur médicale. Quand on aura un peu plus de recul, un peu plus de visibilité, tant sur la partie, je dirais, médicale / biologique. Est-ce qu'on va pouvoir soigner ou pas les personnes? Est-ce qu'on va pouvoir donner des médicaments pour annuler la charge virale? Est-ce qu'on va pouvoir trouver un vaccin? Donc, une fois que ça va être passé, ça c'est la première étape. Au niveau économique, on n'y est pas encore dans la crise parce que on a la majorité des sociétés qui arrivent encore à tenir le coup et qu'on a eu un peu d'aide avec des entreprises qui peuvent avoir accès à des financements. Maintenant, attention, on finance des sociétés qui sont relativement saines, des sociétés qui ont payé leurs cotisations sociales, qui sont en ordre de TVA, qui sont en ordre de charges sociales. Tout à fait. Donc, c'est bien, j'entends bien, mais on est quand même face à un vrai risque de crack et de récession. Alors, la différence, c'est qu'on n'est pas dans une crise économique, parce qu'une crise économique, c'est ce qu'on a eu en 2008, mais on peut vraiment aller vers une récession, ce qui est plus grave et qu'on est plus dans un canevas style 1929, où l'évolution va vraiment dépendre de vrais gros plans de relance, de vrais accompagnements et de coordination. Et ça, malheureusement, sur la Belgique, c'est toujours ce qui fait défaut, c'est cette coordination. Qui fait quoi? Qui est responsable de quoi? Qui est responsable de qui? On n'en sait rien. Alors, beaucoup de blagues qui circulent autour des masques, c'est très bien, mais quand ça va être au niveau de l'activité des entreprises, des PME, des indépendants, de l'ORECA, des gens qui ont des restos, des bars, des cafés et des plus petites sociétés, je pense que nous, avec une taille d'une 50aine de personnes, un peu plus de 50 personnes, on va
pouvoir quand même trouver des solutions, mais je pense vraiment à des plus petites structures, entre 2 et 10 personnes, ça va être relativement difficile. Et là, on n'en parle pas encore maintenant, mais cette vraie crise, elle va arriver pour moi dans 3 mois. Ouais. Et là, pour moi, c'est là où il faudra vraiment être clairement prêt à affronter le futur. Et on va voir au niveau de la demande primaire. Parce que c'est un effet domino. S'il n'y a pas de demande primaire, il n'y a pas de demande justement secondaire qui va faire que d'autres personnes vont pouvoir travailler pour générer la première demande. Et là, on est vraiment avec des grosses interrogations. Et moi, à titre personnel, voilà, je reçois des informations aussi du World Economic Forum avec lequel je travaille quand même pas mal. Et les craintes sur les faillites dans un État comme la Belgique sont supérieures aux craintes qu'il y a dans d'autres pays. Après, moi, j'ai des activités et je voyage quand même vraiment beaucoup. Il y a 2 choses. On est dans une vraie situation de crise maintenant. On va être dans une vraie situation de crise. Je vois moi, la différence entre certains pays et la Belgique. Ça me donne quand même une certaine crainte par rapport à ce qu'on va pouvoir faire. Et cette crainte, elle est vraiment liée à l'accompagnement. Beaucoup de gens se sentent abandonnés. Oui. Je dirais même pas abandonnés, mais simplement pas écoutés. C'est pas la priorité, parce que maintenant on est en train de gérer des crises et on voit que la gestion de crise est quelque chose qui fait un peu défaut. Alors dans ma formation, je suis quand même aussi certifié de gestion de crise au niveau de l'armée suisse. Oui. Il y a un vrai problème de la manière dont la crise est gérée, et c'est pas une critique, parce qu'on se rend compte qu'en fait il y a un vrai problème de légitimité en Belgique de prise de décision. Donc la crise va être gérée de manière très très cohérente et coordonnée, et pour l'instant c'est tout sauf coordonné. Tout à fait. Donc si on prend l'exemple des maisons de repos, c'est le fédéral dit on ouvre les maisons de repos, le lendemain le régional dit oui mais non, pas chez nous. Dans l'après-midi, les gens des communes disent oui mais encore moi dans ma commune je fais ce que je veux. Donc en gros, qui a de la légitimité pour décider de quoi? Tout à fait. Quand on voit comment ça se passe pour ça, comment ça va se passer pour la partie business. C'est ça. Quelque part, en fait, dans une gestion de crise, j'imagine qu'il y a lieu à ce moment-là d'être assez radical, en fait, dans la prise de décision. Dans une gestion de crise, il y a vraiment une première chose, c'est une analyse de la situation et des forces en présence. Donc c'est vraiment qu'est-ce que l'on a, qu'est-ce que l'on risque, quelles sont les options en présence, quelle est la meilleure option. Et quand on va dans une option, on regarde, on essaye d'optimiser par rapport à ça, et on y va vraiment à fond. Quand on décide d'un plan, il y a des choses qui doivent être mises de côté, et d'autres qui sont prioritaires, d'autres qui ne sont moins. Et là, pour l'instant, on est toujours en mode réactif. On est toujours en mode réactif. On n'a pas vraiment une stratégie du next level. On n'a pas analysé les choses. On est simplement dans un... Et c'est pas que la Belgique, mais on est simplement dans un état de fait où on regarde ce qui se passe et on court derrière la balle sans savoir vraiment où elle va. Et donc, on n'a pas un vrai plan. Et ça, c'est problématique. Et je pense que, quand je te disais que comme on va arriver vers une récession, il va falloir un plan avec un accompagnement, c'est avec une stratégie, c'est où veut-on aller? On le voit dans la crise actuelle, c'est difficile. Je crains la même chose au niveau économique. Où veut-on aller? C'est ça. Parce qu'il y a quand même des débuts, en fait, des débuts de pistes, en fait, d'aide minime, on va dire, en fait, aux entrepreneurs. Tu vois, par exemple... la TVA qui reporte de 2 mois, c'est pas pour moi en tant qu'entrepreneur, j'imagine que c'est la même chose chez Tactic, mais si c'est pour donner du cash aux entreprises ou pour soulager le cash flow, le fait de me donner 2 mois supplémentaires et en même temps quasiment payer la TVA du trimestre qui vient après, c'est pas du tout une solution en fait. Non, c'est pas une solution, et de nouveau, on a un problème de légitimité, comme je disais. Tout le monde annonce tout et n'importe quoi au niveau de la presse. Les différents ministres au niveau du pouvoir annoncent on va faire un effort à gauche, on va faire un effort à droite, mais c'est pas coordonné. Et donc on a eu des échos disant que l'État n'interviendrait pas et que les charges devraient être payées. Ok, très bien, admettons. Au niveau européen, on entend des choses différentes dans d'autres pays. On entend des annulations de charges en France, on entend des annulations de charges en Suisse, et chez nous, on nous a dit ah ben c'est pas de notre faute, le virus, il va falloir payer. C'est ça. Admettons, j'ai pas de problème avec ça. Ça va avoir quoi comme effet ricochet? Ça va avoir un effet de baisse de compétitivité des entreprises belges par rapport aux autres entreprises des autres pays. On n'est déjà pas super compétitif au niveau de nos prix, au niveau de nos charges sociales, au niveau du coût de la main-d'œuvre. Si on rajoute ça sur une année 2020 qui va déjà être très difficile pour tout le monde, où va être la compétitivité de la Belgique? Bien sûr. En 2021, 2022 et les années suivantes.
Donc il faut faire vraiment très attention. Je pense que de nouveau, il n'y a pas de plan. Et donc on tire un peu dans tous les sens, mais on ne sait pas sur quoi on tire. Ouais. Et puis j'ai lu un article dans l'Écho disant que la lasagne belge en cas de crise ne marche pas. Non. Voilà, on n'est pas là. Je n'ai pas spécialement envie de critiquer pour critiquer, Bien sûr. mais on se rend compte qu'il y a un problème. C'est pas avec une commission d'enquête après que ça va aller mieux. Non. Parce que le problème qu'il y a, c'est que les entreprises, elles vont pas se nourrir et elles vont pas faire du business avec une commission d'enquête pour voir quels ont été les dysfonctionnements. Bien sûr. Il faut un plan. Et le plan, s'il n'y a pas de plan, c'est ça. Voilà. Et le plan, pour moi, il n'y en a que par des entrepreneurs. Et je pense que dans le plan des entrepreneurs, il faut des PME parce que c'est par là que viendra la solution. Bien Alors, sûr. on compare la Flandre et la Wallonie. Bon, mais moi, je suis souvent en Flandre. Le tissu des PME flamands est plus dense que le tissu des PME wallonnes. Ce sont des paramètres, de nouveau, à tenir en compte. Et il faut impliquer des gens qui sont des entrepreneurs de PME pour voir et écouter de ce qu'ils ont à dire pour pouvoir améliorer le futur. Si on prend simplement 4-5 gros porteurs comme il y a en Wallonie, donc on peut prendre des gros porteurs, c'est très bien, mais ça doit aussi être mitigé avec des entrepreneurs de sociétés moyennes. Bien sûr. Là où on va créer vraiment le futur tissu économique. Voilà, en sachant que le PIB de la Belgique est quand même nourri d'énormément d'impositions et qu'au final, en fait, le tissu économique, en fait, la partie du tissu économique de la Belgique qui génère le plus d'impositions, le plus de revenus pour l'État, en fait, c'est les PME, effectivement, comme tu en parlais. Donc, c'est hyper important, en fait, pour conserver, pour tout simplement, en fait, ne pas avoir un pays en faillite. Très clairement, c'est ma crainte. C'est ma crainte que sans plan, le pays puisse aller à une faillite. Alors, on ne va pas arriver à une faillite comme la Grèce ou des choses comme ça, parce que de toute façon, on est une société plus de services. Mais pour moi, avoir des charges trop importantes et une baisse de compétitivité de notre pays par rapport à l'étranger, ça équivaut à une faillite déguisée. C'est ça. Exactement. C'est une faillite du système. C'est juste une faillite du système. Bien sûr. Mais soit on dit c'est comme ça et on laisse les choses aller, soit on essaye de participer et d'apporter notre pierre à l'édifice. Et notre pierre à l'édifice, c'est pas simplement payer. Non, c'est sûr. On a trop l'habitude de penser en Belgique, c'est de se dire la pierre de l'entrepreneur, c'est de payer parce qu'il doit participer. On a eu des ministres présidents qui ont encore dit ça il y a une dizaine de jours, il va falloir payer. Mais payer, c'est pas tellement la solution. Non. Donc voilà, sans plan, on peut continuer à payer, mais où va-t-on? Pourquoi on paye? Tout à fait. Et puis on risque aussi de se retrouver, si on va vers ça, avec énormément d'entrepreneurs qui vont se dire « Ok, je mets la clé sous le paillasson, en fait, c'est terminé, à la limite je reset, je reboot mon entreprise, en fait, quelque part, et je relance, en fait, parce que j'ai pas envie de partir avec des dettes, avec X millions de dettes, en fait, financées en quelques années, quoi. » C'est le risque de se retrouver avec des entrepreneurs, comme toi et moi, qui vont dire, moi, je n'ai pas payé ma TVA pendant 2 trimestres, mes charges sociales pendant 2 trimestres, ça équivaut à 300, 400 000 euros, 500 000 euros, je mets la société en faillite. Oui, c'est ça. Voilà. On annule mes dettes, je redémarre from scratch. Ouais. Et je vais demander des subsides pour engager du personnel parce que je vais créer de l'emploi. Là, on se retrouve vraiment avec un vrai problème, c'est que de un, c'est pas correct, c'est pas honnête, mais on sait que ça va se passer. Ouais. De notre côté, l'État doit pouvoir contourner ce genre de problème, mais comment? Ouais. Et puis quelque part, c'est vrai que c'est pas non plus une solution, effectivement, d'avoir des sociétés hyper endettées. Pendant les 10-20 prochaines années, en fait. Au niveau des pays ou au niveau des entreprises? Non, au niveau des entreprises, mais de toute façon, quoi qu'il advienne, la dette va aller quelque part. Si la machine à billets, en fait, fonctionne, du coup, en fait, on perd de la force vis-à-vis des entités extérieures, à l'Europe et au pays. Si c'est les entrepreneurs qui portent la charge, on doit s'endetter, en fait, pour un temps donné, mais de façon très lourde. Parce que comme tu disais, nous on en parlait avec Hélène, chez Underside, ça pourrait représenter en 2 trimestres 600 000 euros d'emprunt, tu vois. Les banques arrivent avec un grand sourire chez toi et disent super, on a la possibilité pour le Covid en fait de pouvoir facilement faire des prêts sur 1 an.
mais tu peux pas payer 70 000 euros par mois en fait. Tu vois, en plus de tes charges traditionnelles, en plus de tes taxes, en plus de tout ça. Donc ça c'est une chose. Et puis après, si c'est l'État qui porte la dette, ça va de toute façon se retrouver dans un pays qui est déjà parmi les pays numéro 1 en termes d'imposition. Il n'y a clairement pas de plan, il n'y a pas de stratégie. Donc oui, on va avoir ces fameux crédits à 1 an couverts par les régions. Ouais. Okay, c'est bien, mais ça équivaut à un straight loan. C'est ça. Ça équivaut à un long. Mais derrière ça, c'est de nouveau en mode réactif. Il y a quelque chose à faire, on met vite un petit pansement et on continue à avancer. Mais derrière ça, il faut vraiment s'asseoir et travailler sur un vrai plan. Exact. Et on discute beaucoup en Belgique, on discute vraiment beaucoup. Mais un manque de stratégie et de savoir où veut-on aller. Parce que, je ne sais pas, toi, est-ce que tu as le sentiment de savoir où veut aller la société belge? Non. Où veut aller le gouvernement? Non, je vais même te dire, en fait, alors même que visiblement, en France, en fait, ils perçoivent le fait que, d'après eux, leur pays et leur gouvernement gèrent mal la France, j'ai l'impression qu'ils sont beaucoup plus clairs, qu'ils statuent beaucoup plus en termes des loyers, en termes des aides, etc., que ne le fait la Belgique. Et donc non, pour répondre à ta question, clairement, aujourd'hui, je ne sais pas du tout, en fait, est-ce que je dois payer ma TVA? Est-ce que je paye par tranche? Parce que, est-ce que si je la paye, en fait, est-ce que je vais faire partie des entreprises, en fait, à risque demain? Parce que finalement, on nous dira, non, mais finalement, l'histoire des 2 mois de TVA, c'est annulé, finalement, plus personne ne doit la TVA. Et toi, tu vas dire, oui, mais moi, je l'ai payé. Ah oui, mais ça, c'est trop tard, en fait. Enfin, et du coup, on ne sait pas, est-ce qu'on doit payer notre ONSS? Est-ce qu'on doit payer notre TVA? Est-ce qu'on doit s'endetter auprès de la banque? C'est vrai qu'en fait, il n'y a pas d'indice aujourd'hui, en fait, par rapport à ça. Il n'y a pas d'indice. Et alors, il y a un autre point qui est, moi, je suis en train de répondre à des cahiers des charges publiques. Oui. Lequel, si tu n'as pas payé ta TVA pour tes cotisations sociales, tu ne peux pas répondre. Tout à fait. Et donc, l'État d'un côté dit, pas de souci, vous pouvez payer plus tard, mais si vous voulez travailler pour nous, il va falloir payer d'abord. Oui. De nouveau, c'est pas coordonné, c'est pas structuré, il n'y a pas de plan, c'est le bordel. Ouais, le truc que j'ai eu en fait un petit peu dans le même type de conversation, c'est avec mon banquier qui me dit oui, ok, en fait, l'ONSS peut te faire un plan sur 12 ou 24 mois, a priori. On n'en a pas encore vu. Moi, personnellement, je n'ai pas encore entendu un seul entrepreneur qui avait reçu son go pour 12 ou 24 mois, en fait, à l'heure actuelle. Je ne sais pas si c'est ton cas ou si tu l'as demandé, mais moi, j'ai pas eu une once de réponse, mais on en parlait avec le banquier, et le banquier me dit, si vous faites ça, certes, c'est une aide qui a été mise en place par les ministres, mais si vous faites ça, vous allumez en fait des signaux rouges à la banque. Et donc dans ce cas-là, en fait, on préfère vous dire, on va vous financer nous-mêmes en fait l'ONSS, plutôt que vous soyez en défaut d'ONSS, alors que c'est validé par le gouvernement et que ça en renvoie un signal négatif auprès de la banque. Donc du coup, tu te dis, mais attends, c'est le serpent qui se mord la queue. Du coup, qu'est-ce que je fais effectivement, quoi? C'est parce que c'est de nouveau en mode réactif. Qu'est-ce que je peux faire en mode réactif parce que j'ai des entreprises qui vont être en défaut de paiement? Ah ben je vais mettre un plan. Ah oui, mais si tu mets un plan, tu vas avoir un problème. On est toujours dans ce serpent qui se mord la queue. Ouais. De toute façon, ma vraie crainte, c'est ce que je disais par rapport à cette crise qui va arriver dans 3 mois, et de se rendre compte que finalement, on a un pays qui ne sait pas gérer ce genre de vraie crise. Qu'est-ce qu'il en est vraiment des hommes d'État par rapport au pays? Ouais. Il n'y a vraiment personne qui prend les choses en main et qui a une légitimité pour prendre les choses en main. C'est vraiment, il n'y a pas de commitment et il n'y a pas d'accountability. Tout à fait. C'est vraiment 2 points qu'on demande en entreprise. Ouais. Les SDA sont des entreprises. On compare souvent le public et le privé. C'est vrai qu'en fait, nous, entrepreneurs, on a plutôt tendance à se dire, mais jamais il tiendrait une semaine chez Tactic. Et il ne tiendrait pas non plus une semaine chez Underside. Enfin, 4-5 jours. Voilà, c'est ça. Faire des papiers. Oui, voilà, c'est ça, quoi. Et donc, parfois, on a ce réflexe de se dire, en tant qu'entrepreneur, mais c'est dingue, en fait, parce que le niveau de commitment, comme tu dis, le niveau de qualité, en fait, qui est demandé à l'un de nos gars est largement supérieur à celui d'un ministre aujourd'hui. En tout cas, c'est la perception qu'on ressent. Mais oui, après, j'ai vu que tu as eu la visite d'un ministre connu. Denis Ducarme. Voilà. Oui. Il y a quelques mois. Voilà, il y a beaucoup de discussions, donc beaucoup de visites. Oui. Mais concrètement, ça apporte quoi dans ton day-to-day, dans ton entreprise? Alors c'est très bien, ça apporte un peu de marketing, ça apporte un peu de visibilité. Oui. Mais si au-delà de la visite,
il n'y a pas de plan coordonné pour t'aider à mettre des produits sur le marché, pour t'aider vraiment à aller de l'avant, pour moi, c'est pas spécialement utile, tu vois. Non. Donc, après, il y a en fait, de ce que moi j'en ai ressenti, parce que c'était la première fois que j'avais la visite d'un ministre, c'est que tu as un mélange, en fait, chez Denis Ducarme, tu as de l'activisme quand même. En tout cas, c'est ce que moi j'ai ressenti. Après, je ne connais pas bien, je ne suis pas un de ses proches. Mais de l'autre côté, en fait, il y a aussi le fait que pour garder ton job en tant que ministre, tu dois avoir de la visibilité et donc tu vas jouer avec les journalistes, tu vas jouer avec tout ça. Ça fait partie du job, en fait. Comme nous, en tant qu'entrepreneurs, on a d'autres outils. Et donc, il y a un mélange de tout ça. Maintenant, je pense en fait que, typiquement, Denis Ducarme serait plutôt le genre de ministre à ouvrir la porte si on vient chez lui en lui disant « On veut absolument en fait que les entrepreneurs soient écoutés ». Et pas n'importe quels entrepreneurs, pas uniquement les coiffeurs, pas uniquement, mais les PME en fait, tu vois, on voudrait qu'elles soient écoutées. Comment est-ce qu'on peut faire? Est-ce que vous pouvez nous recevoir, virtuellement éventuellement? Je pense qu'il serait ouvert à ça. Est-ce que derrière ça va avoir un impact parce que la portée est suffisante au travers du ministre? Je ne sais pas. J'en ai aucune idée. Mais de nouveau, moi j'ai toujours peur qu'on arrive de nouveau à un plafond au-delà de la personne, en disant voilà, le cadre législatif belge, le cadre économique belge bloque ce que l'on veut mettre en œuvre. Tout à fait. On n'est pas un grand pays, hein. On n'est pas un grand pays. Normalement, les petits pays doivent être très rapides, agiles, flexibles et hyper bien gérés. Tout à fait. C'est ce qui se passe, on voit avec des très petits pays qui arrivent à faire certaines choses, ce que nous on n'arrive pas à faire. Pourquoi chez nous c'est compliqué? C'est la question. Alors qu'effectivement on est un peu la start-up, la scale-up du pays, quoi. On n'existe que depuis quelques centaines d'années, on est très petit, on a quand même un patrimoine qui est fort important avec ce mélange néerlandais, belge, allemand, en fait, donc ça nous donne vraiment un patrimoine riche. On a de bonnes universités, etc. Donc on devrait effectivement normalement pouvoir s'en tirer assez bien. Il y a quelque chose qui merde. Mais mais quoi? C'est certain. Non, voilà, il y a des choses à faire. Le problème qu'il y a, c'est qu'il y a des choses à faire. Il faut oser. Et ça, c'est un autre problème, c'est qu'en Belgique, on n'ose pas. Parce qu'on a vraiment peur d'échouer. Et ça, c'est vraiment un mal européen. Ça. Cette crainte de l'échec, cette peur de l'échec. Pourquoi? Parce que si jamais tu crées ta société et que tu pars en faillite, dans 15 ans, quand tu vas vouloir faire un emprunt, tu vas aller chez BNP, ils vont te dire « Ah oui, mais Christophe, tu te souviens, en 2016, là… Tout à fait. Oui, mais non. Ce problème de la peur de l'échec et de comment est considéré l'échec en Europe de l'Ouest et comment est considéré l'échec en Belgique et comment est jugé l'échec gèle aussi la volonté d'avancer. Tout à fait. Ça, conjugué au fait qu'il n'y a pas de plan, on ne va pas aller bien loin. Non, non, c'est clair. Et tu sais, pour rebondir sur ce que tu disais aussi, quelque chose qui, je pense, est important, et ça, je le partageais avec Fabien, notre premier intervenant, la semaine dernière, mais je le partageais offline, donc c'était pas enregistré. C'est que, tu vois, quand tu as, pour faire le parallèle avec quelqu'un qui, malheureusement, a un décès dans ses proches, en fait, son papa, sa maman, ses grands-parents, peu importe, tu vois qu'en fait les amis sont très présents pendant les quelques jours qui suivent le décès, et alors même en fait que la personne en fait a vraiment le contre-coup quelques semaines ou quelques mois après. Et ici on est dans une situation où il y a un parallèle en fait qui est évident entre les deux situations, c'est-à-dire que là les entrepreneurs à l'heure actuelle, on a l'habitude de se ramasser des tapes dans la figure, hein, c'est une de plus ou une de moins, hein, voilà. On a l'habitude de se relever, on a l'habitude d'aller plus loin. Bon, après, on prend parfois une journée pour râler, mais après, on va plus loin. Mais c'est vrai que, à la limite, c'est pas maintenant. Comme tu disais, c'est pas maintenant la crise pour nous. Parce qu'on est entré avec des entreprises qui avaient du cash, ou qui avaient de la visibilité sur des plannings, etc. Mais moi, ma crainte, elle est par rapport à mes vendeurs qui, aujourd'hui, n'arrivent plus à déclencher les opportunités comme elles devraient l'être. Et donc, on va se ramasser ça de plein fouet dans 2 mois, 3 mois. Et j'ai un peu peur. Voilà. Et ma crainte, tu vois, c'est que dans 3 mois, dans un trimestre, tout soit un peu derrière, en fait, le politique, et qu'on se retrouve seul, en fait, à gérer une vraie crise entre entrepreneurs, en fait. Et ça, c'est un peu le parallèle que je faisais, en fait. C'est qu'il faudra qu'on ait beaucoup de support, en fait. Il faudra surtout, pas du support, mais surtout, en fait, il faudra qu'il y ait des mécaniques qui soient mis en place
Il faut un plan. Et voilà, il faut un plan, effectivement. Un vrai plan avec un accompagnement. Et oui, dans 3 mois, ça va commencer dans 3 mois. Parce que maintenant, oui, comme tu dis, il y a des sociétés qui sont un petit peu en roue libre sur leur cash, en roue libre sur leur financement. Ouais. Mais dans 3 mois, ou dans 6 mois maximum, les traites des remboursements vont reprendre de plus belle. Comme tu dis, dans 6 mois, on aura peut-être une élection à faire et donc ils ont tous d'autres intérêts. Et oui, c'est dans 6 mois, dans 3 à 6 mois, on va voir si vraiment on est accompagné ou pas. Tout à fait. Je sais pas comment toi tu prévois le futur pour faire face à ça. Écoute, en fait, j'essaie d'être le plus adaptatif et le plus flexible possible. On essaye de pouvoir apprendre en fait en termes de méthode de travail en fait et d'en tirer du positif, à savoir comme tu l'évoquais tout à l'heure, le fait d'être en télétravail en fait aide tout le management en fait à travailler encore plus par objectif et moins par calendrier. Donc tout ça en fait c'est des choses qu'on va garder. Maintenant, je peux pas te répondre demain en fait. Je peux pas te répondre demain ce sera en fonction du contexte en fait. On sera adaptatif. Et on sera le plus respectueux possible vis-à-vis de nos gens, vis-à-vis de nos entreprises et vis-à-vis de nos partenaires. Au niveau de la demande du marché, oui. Tu anticipes les choses parce que tout le monde est en train de se restructurer, de se réorganiser, tout à fait. De repenser demain. Oui. Donc c'est très bien tout ça. Un jour, on sera demain. Tout à fait. Si la demande n'existe pas, parce qu'on est vraiment dans une situation un peu de guerre. Tout à fait. On fait le magasin, on doit faire des choses de première nécessité. Oui. On te dit quand tu peux aller faire certaines choses dans les communes. Voilà, donc les PME n'ont pas de demande parce que les gens sont tout est gelés. Les grosses sociétés restent sur leur position de cash. Donc on est dans une économie de guerre. Tout à fait. Est-ce qu'après ça, il va vraiment avoir une demande qui va redémarrer, qui va être suffisante pour pouvoir stimuler l'économie. Et est-ce que ceux qui sont susceptibles de générer la demande de demain vont être dans des positions, en termes économiques, d'avoir des besoins qui vont avoir un intérêt pour eux supérieur au cash qu'ils vont en dépenser. Tout à fait. Donc en gros, être prêt de se dire, je vais acheter quelque chose parce que c'est un investissement nécessaire. Tout à fait. Ouais, ma réponse par rapport à ta question, je ne l'avais pas très bien perçue au départ en fait. Du coup, je t'ai fait une réponse en fait qui n'était pas la bonne. C'est que, je pense qu'en fait le futur, on a du mal à le prédire en fait dans l'histoire de l'humanité. Il suffit de regarder les films de science-fiction. La plupart en fait, même si j'adore Retour vers le futur, ils étaient quand même à côté de la plaque sur beaucoup de choses. Ça c'est une chose pour la petite anecdote. Deuxièmement, en fait, il y a une question de contexte et de mœurs qui va jouer en fait fortement. Et en Belgique, on le voit en fait parce qu'on a plutôt tendance à mettre notre argent dans les briques, à mettre sur les comptes, à jouer la prudence pour les investissements en bourse, etc., etc. Donc, si on part de ce principe-là en fait et de la façon dont un Belge a l'habitude de fonctionner, dans la grande majorité, on n'est pas sur des entrepreneurs non plus toujours qui prennent du risque. Je pense que l'économie, elle va avoir tendance à rester, les entreprises vont avoir tendance à rester sur une position effectivement défensive. Pourquoi ? Parce que beaucoup de gens ont appris à bien faire leurs devoirs. Et bien faire leurs devoirs, bien réussir leur bulletin, c'est quoi en fait ? C'est de prévoir le cash suffisant et qu'on ne puisse pas leur reprocher de ne pas avoir prévu le cash suffisant. Et ça, c'est le pire qui puisse arriver dans notre économie. En fait, ça va tout gangréner en fait. Donc ça, c'est mon ressentiment à l'heure actuelle. Moi, j'ai vraiment, comme je suis sur une activité qui est un petit peu plus sur plusieurs pays, oui. Je table quand même sur une demande qui va être un peu plus croissante dans certains pays que la Belgique, mais il va falloir stimuler cette demande. Il va falloir stimuler la demande, il va falloir justifier le fait que ça vaut la peine. Tout à fait. Donc, au niveau économique, c'est un modèle économique qui s'appelle le modèle de Kano. Expliquer pourquoi on apporte de la plus-value et en quoi
le prix qui va être payé va apporter vraiment une satisfaction pour le client. Et là, on va un petit peu voir ce qui va se passer au niveau du marché. Donc, on va devoir se différencier, on va devoir vraiment apporter de la valeur ajoutée, ce qui va être un vrai challenge, parce qu'on a quand même été clairement tous impactés. Donc, on a eu un sérieux accident de voiture. Hein. Clairement. La voiture va continuer à rouler. Il manque une portière, une aile et il y a le pare-brise qui est pété. Mais il va falloir vraiment se mettre en ordre de bataille pour pouvoir offrir des choses intéressantes pour le marché. Bien sûr. Donc tu préconises le grand retour, enfin pas tu préconises, mais tu ressens que ça va être le grand comeback du ROI roi, du retour sur investissement, de la mesure de ce retour sur investissement en fait. On est dans une économie de marché, faut pas rêver. Bien sûr. On va rester dans une économie de marché, c'est clair. Alors le grand retour où on va consommer local, j'entends bien, c'est très bien et c'est vrai que c'est intéressant, mais d'un autre côté, tu ne vas pas changer 11 millions de Belges. Non. Tu ne vas pas permettre d'avoir accès à ça. Et donc, les gens vont quand même rester, comme tu disais, avec le cash disponible et avec le besoin d'acheter, le besoin d'avoir une satisfaction. Et la satisfaction de l'un n'est peut-être pas la satisfaction de l'autre. Et ça, tu dois laisser un peu d'espace pour tout le monde. Mais dans les investissements, oui, le ROI est important. Au niveau de la famille, si tu achètes une poudre à lessiver A qui te convient bien, tu en es content par rapport à ton argent. C'est la même chose au niveau des sociétés. Elles vont faire attention à ce qu'elles investissent et comment elles investissent. Bien sûr. Et donc, ils vont pas claquer pour claquer, ça c'est clair. Ça c'est clair. Donc, c'est certain. Le retour sur investissement, c'est une chose, et je pense plus à ce modèle de canaux. Donc, en gros, c'est chaque euro que tu dépenses supplémentaire t'apporte une satisfaction supérieure à 1 euro. Donc, exemple, quand tu prends l'avion, le fait d'arriver à destination, ça ne t'apporte pas une satisfaction personnelle, c'est juste quelque chose de normal. Donc, tout ce qui vient en plus quand tu as dépensé ton billet, ce qui est offert en plus par la compagnie, c'est une satisfaction personnelle que tu peux avoir. Après, on peut aimer ou pas les voyages en avion ou en train ou en bus ou à cheval, mais c'est vraiment qu'est-ce que j'ai pour mon argent. Et ça va vraiment devenir très important, je pense. Clairement. Est-ce que tu aurais un lien quelque part en fait qu'on pourrait partager en même temps pour que les gens qui nous regardent là maintenant en fait puissent avoir une introduction à cette mécanique que tu décris? Le canot, je peux t'envoyer ça sans problème. Cool, top. J'ai encore deux petites questions pour vous. Vas-y, je t'en prie. Toi, Hélène, tu vis ça comment parce que tu es aussi fort occupé de toute la partie communication. Tu vis ça comment en fait, parce que c'est une crise qui est inattendue pour une personne qui est en charge de la communication dans une entreprise. Tu vis ça comment toi? Mais disons qu'en termes de communication, ce qu'on veut faire en fait, c'est continuer à être actif et à montrer l'activité de la société. Donc, on essaye de ne pas trop diminuer la fréquence de nos communications, mais de régulièrement montrer ce qui se passe. Après, c'est clair que c'est un gros changement en termes de notre habitude de travail et de nos habitudes de travail. Et de communiquer aussi sur ça, sur les adaptations, des choses qui nous plaisent. Et puis oui, l'idée c'est aussi de communiquer sur les choses qu'on peut mettre en place pour faciliter le télétravail. Et donc on a vraiment eu ces deux points de communication, à la fois des packages pour un télétravail efficace, pour montrer en fait aux gens les outils qu'on peut mettre en place pour quelque part assurer la continuité, en tout cas un maximum des activités. Et puis alors, d'un autre côté aussi, tout ce qu'on appelle lifestyle, donc qui est voilà, comment ça se passe, le télétravail pour les undersiders, comment chacun vit ça. Donc oui, on essaye d'être toujours le plus actif possible et pour montrer que les activités continuent. Quoi. Et tu as eu un switch au niveau de la communication aussi, où ta communication interne est devenue aussi importante que la communication externe, de ton côté?
le pendant par rapport à cette question, c'est est-ce que tu ressens aussi, ou est-ce que vous ressentez aussi beaucoup d'interrogations dans le staff, parce que au-delà d'avoir une société qui se porte bien, voilà, nous, ça se porte très bien, mais les gens sont humains et il y a des interrogations parce que tout le monde regarde la télé. Tout à fait. Au-delà du fait que j'ai peur du Covid ou pas, j'ai mon emprunt sur le dos. Bien sûr. Je suis salarié, j'ai mon emprunt sur le dos. Est-ce que vous avez aussi eu beaucoup de questions par rapport à ça et d'interrogations, voire de craintes? Est-ce que la communication que vous faites par rapport au personnel, un peu comme nous, est de dire ok, on a la situation en main, voici le plan, le Business Continuity Plan, comme nous on l'avait designé tout début mars en disant voici le BCP jusque fin juin. Si on va au-delà de fin juin, on vous communiquera une autre communication mi-juin. Mais est-ce que vous avez aussi ce besoin et cette interrogation du personnel? En fait, donc il y a vraiment une communication générale vers tout le monde en fonction des dates, de la prolongation du confinement, etc. Donc dès qu'il y a des informations qui sortent à la télé, aux infos, on informe les équipes. Après, il y a la grande partie, enfin la grande majorité de la communication se fait d'un manager vers son équipe. Et donc là, oui, on essaye de répondre aux interrogations des gens. Oui, en fait, ça dépend un peu vraiment de chaque équipe. Vous avez eu des craintes chez vous? Des gens qui ont oui. des stress un peu? Oui. Oui, on a eu toutes sortes de craintes. Même avant de passer en télétravail, le matin même, en fait, donc je t'avais dit 2 jours avant que les ministres nous le demandent, on était en télétravail, mais ce matin-là, non, le vendredi d'avant, on avait déjà des craintes, en fait, des gens qui étaient angoissés par la partie virale, en fait. Donc, pas pour la partie santé, quoi. En se disant, moi, je veux plus venir travailler, en fait. J'ai trop peur des autres, etc., etc. Donc ça c'était... Il y avait déjà ça, en fait. Et là, tu as un biais, peut-être, de la mauvaise communication aussi qui s'est passée à un moment. Le message qui était véhiculé était « si je vais travailler, je vais mourir ». C'est ça. Je ne peux plus aller travailler. Exactement. C'est 1,50 m de distance. Voilà, ici, là, voilà, il y a un gars là qui est venu travailler aujourd'hui, il a marre d'être chez lui. Il est venu un développeur qui est là. Voilà, donc peut-être qu'on est 3, on a 1800 m², c'est moins dangereux que d'être à 5 dans une maison. Et donc cette mauvaise communication a fait peur à beaucoup de gens. Oui, exact. Donc ça c'est une chose. Après, il y a des gens qui nous ont demandé tout de suite de les mettre en chômage temporaire. Qui nous ont demandé, enfin on a des sales qu'on appelle des hunters en fait, donc des sales qui vont vraiment aller chercher des nouveaux clients, et dont un qui est super fort sur le porte-à-porte, on va dire, vraiment. Et donc lui était angoissé en fait, à l'idée de se retrouver chez lui et d'être payé en fait, et d'avoir cette pression sur les épaules en fait. Et donc ça c'était vraiment un questionnement, c'est d'être très rapidement en fait, de pouvoir savoir si oui ou non il allait être au chômage temporaire. Ça c'était une chose. Après, dans les craintes, il y a des gens qui, au contraire, en fait, le fait de se retrouver en chômage temporaire, c'est très grave, en fait, parce que il y a, comme tu le dis, il y a des emprunts, etc., et que la situation de l'un n'est pas la situation de l'autre. Et donc, on a eu de toutes sortes, en fait. On a eu des gens qui avaient vraiment peur pour leur santé et celle de leurs proches. On a eu des gens qui nous demandaient de les mettre en chômage parce qu'ils trouvaient que c'était inutile en fait, de continuer à essayer absolument de garder les gens actifs en fait, dans une situation pareille. Et on a eu des gens en fait, qui étaient, enfin une personne en fait, qui était dramatique par rapport au fait qu'on devait le mettre au chômage temporaire. Et qui ne comprenait pas les enjeux de groupe en fait, tu vois. Je pense que à la sortie de cette crise, on va peut-être apprendre énormément sur l'humain, la dynamique du groupe, qui pour moi, comme je le disais tout à l'heure, quand on a commencé, est devenue, et c'est quand j'ai travaillé en Inde que j'ai compris ça, quand j'ai bossé en Inde et à Jérusalem que j'ai compris ça, c'est que la dynamique du groupe est très importante, voire plus importante que l'objectif, ce que vous avez dit. Et je pense qu'au-delà de cette crise, on va apprendre énormément sur l'humain, l'humanisme que peuvent avoir les gens, et comment le groupe, l'entreprise, la famille
l'État vit et passe ce genre de crise. Clairement. Et ça, c'est vraiment un point qui est primordial. Et on verra. C'est vraiment une grosse question. Tout à fait. Je trouve que ça nous apprend énormément Exactement. sur les relations qu'on a avec les autres. Et, un point aussi qui est fort important dans notre communication, c'est justement d'entretenir et d'alimenter ces relations. Le confinement, ça génère quand même, vraiment le fait d'être confiné, ça génère parfois de la frustration, quand les gens se sentent bloqués, tout le monde n'a pas la chance d'avoir une relation. Et ça, puis voilà, le fait de plus voir ses proches autant qu'avant, de plus avoir, vraiment d'avoir ce monde social. Et donc, d'où l'importance d'être à l'écoute, de prendre des nouvelles, s'assurer que les gens le vivent le mieux possible, on va dire. Ouais. Et vraiment d'avoir ce moment d'échange avec les gens, c'est hyper. J'ai encore une dernière question pour vous, à titre personnel. Vous pensez que ça va apporter au niveau économique un retour vers le consommer local, le produire local ou pas? Alors, je l'espère vraiment. ce serait une bonne chose. Hein. Oui. Je l'espère vraiment. J'ai l'impression que ça sensibilise pour tous les gens. Après, il y a toute une partie de la population qui est sortie de la saison de l'art et il y a toute une partie qui ne l'est pas du tout. Ce que j'espère, c'est qu'il y ait une démarche auprès des individus, comment personnellement, mais je pense que le gouvernement doit aussi jouer son rôle. Ça, oui. Et puis, il y a aussi une vraie problématique dans le consommer local, particulièrement en Belgique. On parlait de l'imposition, du fait que si les Belges, en fait, parfois ont du mal à exporter, c'est aussi à cause du prix de l'emploi, du prix, de plein de choses, toute l'imposition qui va au-dessus, de prix de la voiture que tu dois utiliser avec l'essence que tu mets dedans et qui vaut le double parfois qu'ailleurs, jusqu'à ton employé, ton ouvrier, en fait, qui te coûte beaucoup plus cher. Et du coup, en fait, ça voudrait dire que si, purement économiquement, en fait, si on devait faire que de la consommation locale en Belgique, ça veut dire que nous, en fait, on a un niveau de revenu qui est hyper imposé et on doit acheter des choses, en fait, des produits qui sont eux aussi hyper chers et hyper imposés. Et donc, il y a quelque part une mécanique, en fait, qu'il va falloir mettre en place pour récompenser, en fait, le Belge qui achète localement, quoi. Ça, il n'y a rien à faire, quoi. À un moment donné, il faut que ça coûte moins cher, en fait, pour employer des gens. À un moment donné, il faut que ça coûte moins cher de produire en Belgique. Après, moi, je suis quand même la moitié du temps en Suisse, ouais. Où les revenus sont très chers, très élevés. Ouais, c'est vrai. Les gens gagnent beaucoup de mais ils consomment quasiment que du local. Ouais. Pour diverses raisons, ils consomment que du local, essentiellement parce qu'ils sont très fiers de manger du local. Et c'est cher aussi. Donc, au final, le coût, parce que marginalement, produire en Suisse, ça coûte plus cher que de produire en Belgique, ouais. Mais ils ont un meilleur PIB et ils vendent et exportent mieux certaines choses que nous. Tout à fait. Mais voilà, je ne fais pas trop de comparaison. Ce n'est pas un problème de devoir payer cher ce qui est produit ici. Non. Ce n'est pas un problème de vendre cher nos services et que tu vendes cher tes services au niveau d'Underside. C'est simplement le niveau de taxation du travail et du salarié en Belgique qui va permettre de lui donner plus de cash disponible pour pouvoir consommer plus. Tout à fait. Et c'est simplement pour stimuler la demande domestique. Quand je parlais de ça, c'était vraiment autour du mécanisme, tu vois, du pouvoir d'achat, en fait. Oui, c'est clair. Et l'autre option, et moi je suis un vrai supporter de ça, c'est une allocation universelle qui, pour moi, a un vrai sens. Alors, je sais qu'on pourrait imaginer que c'est de la fumette ou quoi que ce soit, mais je pense, très humblement, qu'une allocation universelle distribuée à tout le monde, genre 500 €, 1000 € par personne par mois, avec une obligation de dépenser cet argent dans l'économie, donc tu peux pas thésauriser plus de 60 jours, donc en gros on te donnerait une espèce de carte chèque repas avec tes 1000 balles par mois, ils doivent être consommés, tu ne peux pas payer tes factures avec ça, tu ne peux pas le mettre en banque. C'est l'argent qui doit être là pour stimuler l'économie. Tout à fait. Et si tu ne les dépenses pas, parce qu'on va dire oui mais les riches ils n'ont pas besoin de donner. Non,
ça doit être réinjecté. S'il ne le réinjecte pas, ça retourne de toute façon à Au système, bien sûr. Mais l'argent doit être réinjecté dans l'économie, doit être réinjecté dans les magasins, dans les commerces, et là, tu vas dynamiser vraiment, tu vas avoir ton PIB qui va exploser. C'est ça. Moi, je suis un supporter de ça. Oui. Et c'est pas de la fumette, hein. Très franchement, pour moi, c'est absolument pas de la fumette. Et ça pourrait être tout à fait une bonne chose que de convertir une partie du package salarial en fait, de la personne, d'en faire presque du net, et d'obliger en fait effectivement à ce que cette enveloppe, en fait, si tu l'as choisie ou bien si ça a été imposé, peu importe, soit directement injectée dans l'économie locale. Enfin, je trouve ça une très bonne idée en fait. En termes de PIB, en termes de tissu économique, en termes de tissu PME, tu vas avoir une demande qui va être multipliée, peut-être fois 2. Tout à fait. Et donc, ça donnerait justement accès à beaucoup de personnes à certains biens qu'ils ne peuvent pas se permettre par rapport à certains coûts. C'est pas qu'ils doivent acheter des voitures plus grosses ou acheter des fantasmer sur des dépenses, mais ça va permettre simplement d'avoir une consommation domestique qui va être vraiment stimulée. Non, pour moi, c'est l'une des pistes potentielles les plus intéressantes, hein, ça c'est clair, quoi. Ça c'est sûr, quoi. Moi, je trouve ça permettrait de garder les coûts, malgré tout, les coûts de travail assez élevés en Belgique, mais aussi de garder les prix de vente assez élevés parce que la demande domestique va être en capacité pour pouvoir acheter. Exactement. Oui, c'est ça. Et du coup, en fait, ce serait bien pour tout parce que quelqu'un qui se nourrit mieux, c'est quelqu'un qui est moins malade. Donc finalement, c'est quelqu'un qui va moins être porté par le système social belge, etc. Donc c'est que du bon. Le stress du fin de mois, pour moi, est présent chez énormément de citoyens. Tout à fait. Et il ne faut pas rêver. Hein. Je veux dire, tout le monde a un emprunt, tout le monde a des charges, tout le monde doit avoir accès à beaucoup de choses. Exact. Et voilà, quand j'étais en Inde, moi j'ai vu des gens qui n'avaient rien. J'étais dans des écoles, les enfants ne se lavent pas les mains, n'ont pas de toilettes. Je veux dire, on a beaucoup de choses ici. Je pense que tout le monde doit avoir droit à beaucoup de choses. Donc, mais simplement, droit à une certaine sérénité, c'est la première chose qui est importante. Non, c'est certain. Cool. Voilà. Merci pour ces échanges en tout cas. On va regarder un petit peu, mais... Non, mais c'est super. J'espère que nos politiques vont nous entendre aussi. Parce que le but de ces échanges, c'est effectivement de pouvoir créer des référentiels pour les autres entrepreneurs, pour les autres entreprises, mais aussi en fait peut-être qu'un Denis Ducarme en fait nous regardera et voilà, je pense que et toi et nous en fait on est tout à fait ouverts à pouvoir amener en fait de la valeur ajoutée en fait aux politiques. Donc voilà en fait. Je trouve qu'avec les capacités et ce que l'on fait, en mon exemple, j'ai plus de networking et d'écoute de certains cantons en Suisse que de la région wallonne, où j'ai 50 employés. Tu vois, je trouve un petit peu ça bizarre. C'est clair. Bref, changeons les choses. Merci beaucoup en tout cas pour ton intervention. Salut. Salut, hein. Ciao. Ciao.